Morning Business. Est-ce que vous mettez 500 milliards ou au moins 1 euro sur la table, Nicolas? Au moins 1 euro, oui. Alors, c'est pas 500, hein, la fourchette, c'est 470. C'est 180 à 470 oui, milliards. On aime bien arrondir, vous savez. On aime bien arrondir. Il est évident que ça s'entend dans le projet européen comme probablement une impulsion d'argent public qui entraîne un effet de levier avec l'arrivée d'investisseurs privés. Sur des grands projets comme ça, c'est pas complètement insensé. Moi, je trouve ça pas mal pour 3 raisons. Cette dynamique, on est sur de l'effet d'annonce. Il n'y a rien aujourd'hui. Mais justement, il n'y a rien. Justement, il n'y a rien. Et on a souvent vu les Européens arriver après la bataille. Là, tout d'un coup, on a eu Bruno Le Maire qui pavoisait parce qu'il avait trouvé la possibilité de faire 2 usines pour construire des batteries électriques. Un secteur sur lequel les Chinois sont déjà ultra majoritaires. Et on a vraiment le sentiment d'arriver après la bataille. On se demande si Quant va un jour déboussoler Google. Je pense qu'il faut arrêter de prendre les vessies pour des lanternes et arrêter de rêver. Là, le secteur de l'hydrogène, c'est la dernière technologie dont il est question pour essayer de décarboner l'énergie et notamment l'électricité. Et donc l'enjeu numéro 1, c'est de produire de l'électricité avec le moins d'énergie fossile possible en développant la pile à combustible. Et ça, c'est quand même un secteur qui est un peu encore en jachère. Aujourd'hui, vous avez des expérimentations, des prototypes. Enfin, autant on vend des voitures électriques, autant la voiture à hydrogène. Donc, je trouve pas mal que les Européens essayent de relever un enjeu technologique qui peut être participant à un phénomène de révolution industrielle de demain en essayant de développer l'hydrogène et la pile à combustible pour produire de l'électricité, car l'électricité est la première source d'énergie qui émet des gaz à effet de serre. C'est produire et stocker de l'électricité, parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour faire de l'hydrogène, mais notamment électrique, mais effectivement, une fois que vous avez fait de l'hydrogène liquide, après vous pouvez le déplacer et l'utiliser partout. Ça, c'est un deuxième sujet, c'est que celui qui développe la technologie massive pour stocker massivement de l'électricité, ça, c'est ce qu'on appellera une innovation de rupture, probablement, et pas une innovation de process. Après, c'est pas mal parce que l'Europe essaye de s'assurer une autonomie stratégique. On n'arrête pas de raconter que les Européens regardent le match américano-chinois en étant toujours à la traîne. On essaye d'avoir un petit coup d'avance sur ce terrain-là. Et puis, ça me semble aussi pas totalement aberrant d'essayer de prendre une place un peu dominante ou un peu forte sur un marché peut-être d'avenir. Il y a un moment, vous prenez forcément quand même une part de risque, sachant que vous avez d'énormes revenus à la clé. Il y a d'énormes revenus à la clé pour celui qui sera à la pointe de l'énergie, de l'électricité hydrogène, et il y aura notamment des emplois à la clé. Alors tout l'enjeu après, c'est de réussir à faire de l'hydrogène vert. C'est le fameux hydrogène propre qui aujourd'hui est lilliputien. Malheureusement, on fabrique de l'hydrogène avec de l'électricité qui n'est pas très propre. Avec principalement du gaz, avec aussi un peu de pétrole et encore du charbon. Bien sûr. Parce que l'électricité n'est pas propre. Mais l'hydrogène vert, le problème, c'est qu'il est jusqu'à 10 fois plus cher que l'hydrogène. Alors il y a le gris et puis il y a le vert et le bleu. Voilà, le gris qui lui est beaucoup moins cher. Donc voilà, gros enjeu technologique, gros enjeu d'innovation, un enjeu stratégique. C'est pas mal que les Européens essayent de faire quelque chose. Bah oui, Jean-Marc, l'Europe en tête, l'Europe qui se sensibilise à cette question hydrogène parmi les premiers, c'est bien. Oui, non, c'est bien que les Européens s'en occupent. Mais les Européens, les citoyens européens, les entreprises européennes, là, c'est les technocrates de Bruxelles, c'est totalement différent. Et donc, pour moi... Mais l'impulsion politique, parfois, est nécessaire. Regardez, si le général de Gaulle ne donne pas une impulsion sur Airbus ou sur Ariane, il ne se passe rien. Ah oui. D'ailleurs, le général de Gaulle avait donné une impulsion sur l'informatique. Ça s'appelait le plan calcul. Oui. Et encore... Et vous prenez un contre-exemple. Et Airbus et Ariane, vous mettez ça à la poubelle. Et je pourrais en prendre beaucoup de contre-exemples. Airbus, qui est le numéro 1 mondial de... J'ai assisté au plan machine-outil, sur le plan énergétique. J'ai assisté à la relance du secteur charbonnier. Jean-Marc, c'est comme dans les entreprises, on ne gagne pas à tous les coups les paris qu'on fait. Non, mais la différence qu'il y a entre les entreprises publiques et les entreprises privées, c'est que quand une entreprise privée se trompe, elle fait faillite. Quand une entreprise publique et quand le secteur public se trompe, on accumule de la dette publique, c'est la génération d'après sur laquelle on reporte la faillite. Et donc, je pense que la meilleure chose que puisse faire l'Europe, la technostructure de l'Europe, c'est rien. Je pense que sur le plan scientifique, on s'aperçoit en plus que les grands progrès ont été faits par ce qu'on appelle la sérendipité, c'est-à-dire des découvertes qui sont au hasard, des gens qui se lancent dans des aventures dont ils ne maîtrisent pas les conséquences, et non pas par des technocrates. Parce que si le Gosplan avait été efficace, on s'en serait aperçu. Ah, vous êtes content, le commissariat général au plan va renaître de ses cendres. Ah oui, Ça aurait pu faire un débat, on fera un autre débat. C'est plus que vintage, là. C'est le retour au dirigisme inflationniste
des années 50. Donc, je crois que ce qu'il y a d'inquiétant dans tout ça, en fait, c'est comme, pour prendre une formule que je donnais dans le couloir, c'est quand même curieux ce besoin des technocrates de Bruxelles de dépenser de l'argent public qu'ils n'ont pas. Hein. Il y a quand même une espèce de frénésie. C'est d'autant plus curieux qu'il y a eu la stratégie de Lisbonne, il y a eu l'agenda 2020, donc des objectifs qui étaient des objectifs qui se voulaient plus économiques que les simples éléments du pacte de stabilité et de croissance, avec des références en termes d'éducation, de recherche, de pauvreté et tout ça. Et tout ça reste, je parlais de Gosplan, ça reste un peu une langue de bois. Et donc, tant que ça reste à l'état de la langue de bois, pourquoi pas, mais quand ça devient en plus la source de dépenses publiques, je dis halte. Quand même. Il ne faut pas dépenser à fond perdu. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Jean-Marc, c'est que on n'est plus tellement dans la sérendipité. On a dépassé ce stade-là. On a notamment l'acteur le plus avancé technologiquement sur les questions d'hydrogène, c'est Air Liquide. Très 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 belle entreprise, hein, qui a plus de 100 ans, qui a connu que 5 patrons, qui n'a jamais eu d'accident industriel et d'accident financier. Et quand vous discutez avec les spécialistes de l'hydrogène chez Air Liquide, j'ai pas l'impression que ce soit des technocrates de Bruxelles qui n'aient aucune vision de l'avenir. Et à mon avis, ils ont beaucoup de choses à raconter. Hein. Je suis tout à fait d'accord, mais qu'on laisse faire Air Liquide, qu'on ne s'en mêle pas. Ouais. Et que si on veut. Ils ont déjà commencé. Et si Air Liquide doit être efficace, et si on considère que Air Liquide n'a pas les moyens, qu'on baisse les impôts d'Air Liquide. Moi, je suis déçu, Jean-Marc. Je pensais que vous attaqueriez le sujet en disant que la Commission européenne, hier, a dit qu'elle était prête à accepter des aides d'État dans ce domaine-là, justement, de fermer les yeux sur des aides d'État. Je pensais que c'était ça votre angle d'attaque. Ça n'a pas été. Tant pis pour vous, c'est trop tard, c'est fini.